rien envie de toi. Comme l'amour à Vérone. C'est encore long. Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour la pire séance ciné de ma vie. Imagine ce Brutus. Astérix a raison, comme ça. Est-ce que je peux demander de le frapper? Je l'ai pas frappé. T'as frappé. Non! J'ai illustré tes propos par les gestes. Tout a commencé lorsque nous avions l'obligation de dépenser des tickets ciné UGC, ce qui nous obligeait à ne pas aller à mon cinéma habituel, Carré Sénart depuis peu, mais à Créteil-Soleil, un autre centre commercial où était le cinéma UGC le plus proche. Nous avions choisi d'aller voir Astérix aux Jeux Olympiques, car nous avions tous comme référence Astérix Mission Cléopâtre, qui était clairement le film qui avait montré la voie. J'avais un bon a priori sur le film, car je me souvenais très bien avoir vu un très alléchant teaser que nous avions tous vu au cinéma, et qui annonçait que du bon. Formation de la tortue d'un point de vue animalier. Voilà. C'était prometteur, mais pourtant, une fois en salle, voici ce qui s'est passé. Le film démarre correctement, ou disons normalement, durant 30 secondes, avec la traditionnelle intro de Pierre Tchernia. Mais hélas, très exactement une minute plus tard, à 1 minute 42 pour être très précis, nous avions tous compris. LOL, ça m'avait échappé. Et comme la salle était très silencieuse durant ce gag et que c'était très gênant, vu que ce gag ne fonctionne évidemment pas, quand j'ai dit LOL, alors que j'étais le seul à parler, les deux premiers rangs autour de moi ont tous rigolé. Et t'es fier quand tu fais rire. C'était le meilleur moment du film pour moi. Passer ce gag bien lourdingue de la chute d'un personnage dont nous n'avons rien à faire, et passer ce générique interminable de 4 minutes, le deuxième gag du film nous confirme que c'était raté. La princesse Irina, jouée par Alice, de la pub à l'époque. Détendez-vous. Alice s'engage à vous répondre en moins de 3 minutes. Déroule un parchemin reçu par son amoureux longue distance, et, potentiel de gag, le cartouche est petit, mais le parchemin qui en sort est géant. Il fallait s'arrêter là. L'effet est bon. Mais dans ce film, quand tu tiens une idée de gag, tu la déroules, comme le parchemin, et donc le parchemin se déroule, et il est très long. Mais pas besoin de le voir, on avait compris. Et dans ce film, tout est comme ça. Juste après 4 minutes 48, on voit un pont. On vole littéralement, on doit être un oiseau, enfin j'imagine. Et là, j'imaginais dans la salle que la caméra allait forcément se cogner contre le pont, à force de nous donner le tournis, et qu'on allait entendre un oiseau ou même le caméraman dire « Aïe !» façon Alain Chabat dans son Astérix. Mais non, on voit juste un pont, et je me rappelle très bien de cette scène et de la réflexion que j'ai eue à ce moment-là. Et en 5 minutes de film, on voit la différence entre la version Chabat, qui est truffée de gags et d'idées visuelles plan par plan, alors qu'ici, c'est déjà le désert. 5 minutes, encore une fois, suffisent, et pour un film qui est en plus assez long, 1h52, la séance allait se révéler très très longue. Apollon lui-même ne pourrait me les faire oublier. Et 59 secondes plus tard... Je vous propose de reprendre le visionnage de mon film un petit peu plus tard. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'Astérix aux Jeux Olympiques. On a vu les 2 premiers ensemble, les 2 meilleurs, de très loin. Il nous reste à voir les 3 autres. Surtout le dernier dont tout le monde parle que je n'ai pas vu et je refuse de le voir tant que j'en aurai pas fini avec Astérix. C'est pour ça que je m'y suis remis. Et enfin, je donnerai un peu de temps au film qui a fait couler tellement d'encre. On va d'abord faire comme d'habitude, parler de la genèse, de l'histoire, du tournage, de comment on en est arrivé là. Puis après, on parlera du film en lui-même pour savoir pourquoi est-ce que c'est si mauvais. Besoin de rien, envie de toi. Comme l'hiver aime l'automne. Mais avant ça, vous avez dû voir que cette vidéo est sponsorisée. Cette vidéo est sponsorisée par YFood. Il arrive parfois, quand vous êtes en plein rush ou dans un endroit où vous ne pourrez pas déjeuner, en formation par exemple, ou en randonnée, qu'il soit difficile de déjeuner ou de bien déjeuner. Et souvent, vous vous rabattez sur un sandwich pour gagner du temps, mais il faut l'avouer, niveau dégustation, c'est de la malbouffe, donc autant l'éviter. Je vais vous présenter l'alternative que j'ai trouvée pour mon cas personnel. YFood, c'est une alternative à un mauvais repas. Alors attention, l'idée n'est pas de remplacer vos repas, c'est une alternative à certains cas de force majeure.
consommateurs. Bien plus sain par exemple qu'un sandwich tout fait acheté en grande surface. Grâce à YFood, vous aurez accès à une alimentation saine qui vous permettra de faire le plein d'énergie durant 3 à 5 heures et en vous régalant. Vous avez 3 possibilités. La bouteille à boire, avec plusieurs parfums disponibles, ou bien les sachets à mélanger avec de l'eau à boire dans un shaker. Les barres énergétiques pour les petites faims, coup de cœur pour le popcorn caramel en ce qui me concerne. À noter qu'il n'y a pas besoin de les conserver au frais, que ça se conserve très longtemps, donc vous pouvez les stocker partout, chez vous ou sur votre lieu de travail, ou dans votre sac. Les emballages sont climatiquement neutres, le produit est sans sucre ajouté, sans lactose et sans gluten, il y a toute une gamme pour les véganes, et c'est noté A sur l'échelle Nutri-Score. Et surtout, ça se consomme facilement, sans salir votre clavier, sans en mettre partout, et en plus c'est très bon encore une fois. Grâce au code promo que je vous mets là, vous avez 10% de remise pour l'essayer, et la livraison est gratuite dès 25 € d'achat. Je vous conseille le pack découverte, moi je valide complètement. Astérix en film, c'était un événement. On n'avait pas encore l'habitude, à l'époque, de voir une multitude de têtes d'affiche en cosplay devant la caméra. Parce que c'est quand même un peu ça les Astérix. On prend plein de grands acteurs connus, on leur fout un costume de Gaulois comme si c'était des gosses, et ils se sentent comme des gosses sur le tournage. Mais j'ai toujours l'impression avec les films, contrairement aux animés, notamment d'Astier, que l'on voit des acteurs jouer aux personnages plutôt que de jouer des personnages à part entière. En tout cas, donner vie à l'univers du célèbre Gaulois à l'écran était un prétexte pour le cinéma français à l'usage d'effets spéciaux, à des tournages XXL exigeant des costumes, des décors, des lieux de tournage qui permettaient d'héberger de tels décors. Le premier film Astérix et Obélix contre César avait un plateau énorme pour reconstituer le village en l'intérieur, avec une reconstitution du soleil en plateau, la simulation du ciel et de la mer. Tout sera faux, tout sera faux. Tout était faux, et ça se voyait. Mais Claude Zidi, on en a parlé, il n'avait pas accepté, il n'avait pas voulu prendre le risque de tourner dehors, de tourner avec de la pluie, de tourner avec les éléments contraires. On l'a vu récemment que c'est compliqué de tourner en extérieur. Donc il a choisi la sécurité, de tout tourner en studio. Là où le deuxième film avait fait le pari inverse. Prendre le pari justement de tourner davantage en extérieur, même si c'est s'en remettre un peu à la chance, de s'en remettre à la météo et aux éléments. Mais ça contribue selon moi à faire la différence entre les deux, du moins du point de vue de la réalisation. Deux Astérix à l'écran, deux méthodes drastiquement opposées, malgré un duo d'acteurs préservé. On avait la réalisation Made in Zidi à l'ancienne, mais avec de l'expérience, assez peu de prise de risque et un casting international pour bien vendre le film en Europe, avec Roberto Benigni pour l'Italie, ou Gottfried John pour l'Allemagne par exemple. Et on a eu la réalisation Made in Chabat, avec l'humour de Canal et des nuls, bien plus francophone, bien plus exclusif à la culture et aux références françaises, ce qui a donné un film bien meilleur. En tout cas, meilleur pour nous, les Français. Astérix Mission Cléopâtre aura cartonné en France, au-delà des 14 millions de spectateurs en salle, devant les visiteurs, deuxième plus grand succès de tous les temps après La Grande Vadrouille, à l'époque. Mais le film attirera moins les foules à l'international, 1,6 million en Allemagne contre 3,5 pour le premier film, 1,5 million en Espagne contre les 3 millions pour le premier, 600 000 en Italie, alors que le premier film avait fait 2 millions. Du coup, ça a des conséquences. Le premier est un succès parce qu'il a cartonné à l'étranger et bien marché en France. Le deuxième, c'est l'inverse. Mais du coup, on a le même résultat pour les deux. Cependant, cela n'a pas plu au dessinateur de la BD, Uderzo, car il faut savoir que Goscinny était le scénariste, décédé en 77, et que Uderzo, c'était les dessins, et qu'il a continué seul à partir des années 80. Et que si les BD ont baissé en qualité à un moment donné, c'est parce qu'Uderzo était seul, et que le talent à l'écriture, c'était Goscinny. Et Uderzo n'a pas aimé la version Alain Chabat, trop franco-française, trop éloignée de l'humour de la BD. Et je suis tellement pas d'accord avec ça. Si c'est pour coller case par case de la BD pour faire la même chose en film, je vois pas à quoi ça sert de jeter des millions sur quelque chose qui est calqué plan par plan. Mais il estime que si le film n'a pas marché à l'étranger alors qu'Astérix est international, c'est parce que Alain Chabat a mis son humour de sa troupe dans un film et que ça ne collait qu'à la France. Et que du coup il reconnaissait pas son petit bébé. On peut le comprendre. Mais au final, deux beaux succès appelaient forcément à continuer avec un troisième. Et après la Zidi Touch, le réalisateur à l'ancienne des années 70 et 80, après le film version Les Nuls et Alain Chabat, il restait quelques possibilités pour projeter une autre BD, une nouvelle histoire, dans un univers de cinéastes différents. Et la prochaine troupe à souhaiter y mettre leurs pattes, c'était Le Splendide, avec Gérard Jugnot en tête, réalisateur à succès à l'époque, notamment avec Monsieur Batignolles en 2002. Et là, les avis ont divergé sur ce qui s'est réellement passé entre eux. Uderzo disait ceci: Gérard Jugnot est un excellent comédien que j'apprécie beaucoup. Il était venu sans le moindre synopsis. Il disait qu'il avait déjà le film dans la tête, il m'a raconté son Astérix,
sans jamais me demander mon avis. Il espérait faire jouer toute la troupe du Splendide dans le film, ce que Gérard Jugnot contredira après. Le nom d'Albert Uderzo a été catégorique. Je ne suis ni aigri ni frustré, si ce n'est que j'ai passé 8 mois à écrire et préparer un film. Tout ça pour rien, alors que je m'étais mis au service d'Astérix et Obélix, je serais bien sûr resté fidèle à la bande dessinée, mais avec quelques idées bien à moi. C'est tout l'intérêt, c'est tout ce qu'on demande. Alors depuis, on sait que Uderzo n'a pas apprécié le fait qu'il n'ait pas eu d'hommage au créateur de la BD à l'avant-première d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, qu'il avait peur que l'humour du Splendide fasse comme l'humour des nuls, que ça dénature selon lui Astérix, encore une fois pour moi c'est faux, et pourtant il va valider le 3e parce qu'il va en devenir en partie producteur. Il avait aussi trouvé, et peut-être plus légitimement qu'on ne voyait pas assez Astérix et Obélix dans le film, on peut s'interroger, sauf que pour quelqu'un qui s'est plaint de ça, produire, parce que c'est lui qui va produire le suivant, où on voit encore moins Astérix et Obélix que dans celui-là. Si, bravo. Claude Berry, qui avait travaillé avec Jugnot, se retire découragé de la production du 3e film. Mais Uderzo n'écarte pas la production d'un 3e Astérix un jour. Une fois que la sortie d'Astérix et les Vikings, le nouveau film d'animation sorti en 2006, sera sorti. Jugnot va retrouver le Splendide pour les Bronzés 3, en parallèle, c'était son plan B, et c'est le fils de Claude Berry, Thomas Langman, associé à Uderzo lui-même, qui va entreprendre la création de ce 3e film, dont la BD reprise sera Astérix aux Jeux Olympiques. Car c'est la BD la plus facilement exportable à l'international. Tout le monde est concerné par les Jeux Olympiques. En ce qui me concerne, c'est une des BD que j'aime le moins de toutes les BD d'Astérix. Je la trouve pas intéressante. Si je dois dire mes préférés, ce serait Astérix en Corse, Astérix Légionnaire, pour moi c'est le meilleur. La Grande Traversée, Astérix et le Chaudron que j'aime beaucoup quand Astérix est viré du village et qu'Obélix le suit. L'amitié c'est beau quand même. Le Bouclier Arverne, Obélix et compagnie, quand Obélix fait fortune et que ça rend jaloux un peu tout le monde. La Zizanie. Mais est-ce que ces films auraient fait des bons films à l'international? Je ne sais pas. À part Astérix Légionnaire, parce que je pense que ça ferait un bon film. Si Gérard Depardieu rempile, c'est à condition d'en faire le moins possible. De se faire doubler s'il était assez loin de la caméra, de ne pas trop l'embêter avec le maquillage, de ne pas trop l'embêter s'il ne connaissait pas son texte, car il ne l'apprend jamais, obligeant l'équipe à écrire des penses-bêtes sur des panneaux disséminés autour de lui sur le plateau. Et non pas d'acide acétylsalicylique. Ce qui faisait que Depardieu lisait son texte sur les panneaux, mais sans regarder ses partenaires de jeu, ce qui a obligé la production à retoucher son regard en post-production, tout en empochant un cachet confortable d'1,4 million d'euros. Christian Clavier, lui, ne remplira pas, souhaitant jouer d'autres types de rôles, et surtout par respect pour son ami Gérard Jugnot. Et c'est Clovis Cornillac qui héritera du rôle. J'accuse ces Gaulois d'avoir bu de la potion magique qui les rend invincibles. Mais toi t'as rien pris peut-être. Une erreur selon moi. Et j'aime bien Clovis Cornillac. Mais je n'aime pas son Astérix. J'ai l'impression, mais c'est pas que pour lui, de voir Clovis Cornillac jouer Astérix, on en a parlé, plutôt que de voir Astérix. C'est comme Clavier dans le 1, qui était Jacouille déguisé en Astérix. Par contre, Christian Clavier dans le 2e, il est impeccable, parce qu'il était dirigé. Vanessa Hessler, connue à l'époque pour la pub Alice, italo-américaine, et qui devra donc être doublée parce qu'elle parle très peu français. She has, her own type of style of doing things. I think she's very, interesting person to play. Pas très pratique, mais bon. Et dans le rôle de Jules César, la production a le luxe de se payer Alain Delon pour 1,2 million d'euros, et lui aussi avait ses propres exigences, comme un encadré sur son nom sur l'affiche et dans le générique, un droit de regard sur le choix des extraits le concernant dans la bande-annonce, ce que Thomas Langman ne respectera pas, provoquant ainsi une quasi-rupture de contrat entre Alain Delon et son réalisateur-producteur. L'acteur acceptera de terminer le film seulement si Langman n'était plus présent sur le plateau. Faire en sorte que les deux soient pas au même endroit alors que Langman était producteur et réalisateur de son film, co-réalisateur, c'était un peu compliqué. Et surtout, produire et réaliser, ça fait beaucoup de choses à faire en même temps. À noter que les deux réalisateurs, le scénariste ou les cachets des acteurs étaient sujets à des bonus si le film passait, par exemple, des 11 millions de spectateurs en salle. Bah, c'est raté. D'autres auront négocié une prime de 10% si le film passait les 10 millions. C'est raté. Et d'autres qui ont encore mieux négocié auront ce bonus, 10%, si le film passe les 9 millions de spectateurs. Et devinez quoi? C'est raté. C'est raté, et on en est loin parce qu'on n'a même pas atteint les 7 millions. Et ça, c'était dur à avaler. A noter également que Benoît Poelvoorde incarnera Brutus, bien évidemment, le dernier rôle important du film, autour duquel toute l'écriture s'est focalisée. C'est clairement le vrai premier rôle du film, comme numéro bis dans le 2e. Et il n'y a aucun mal à ça. Mais à quoi sert Alafolix alors? Le malaise du film, enfin un des nombreux malaises, je crois qu'il vient de là. Et on sait tous bien sûr que Poelvoorde s'est plutôt fait chier sur le tournage et qu'il regrette d'y être allé. Il l'a souvent dit après. Ce qui est super long, c'est la mise en place, quoi. T'attends des heures. On a eu des journées, on arrive à 8h du matin, 7h du matin, 7h30,
Et on commençait à tourner à 4h30 de l'après-midi. Parce que la mise en place est très compliquée. Il faut imaginer aussi qu'on a fait pour la première fois une course de char avec 4 chevaux par char. Ça s'était plus fait depuis Bénure. Bon, bah, c'est pas un truc facile à mettre en place, quoi. Les chevaux, ça se dirige pas comme les hommes, hein. Alain Delon est un type très solitaire, et qui plus est, il y a une doublure lumière, il arrive au dernier moment, il tourne 2-3 prises. Ouais, c'est Comment vrai, est-ce qu'on s'adapte à ça? C'est difficile au début. Et puis j'ai même une anecdote très drôle, il comprenait pas que sa doublure soit allemande. Il était fâché que sa doublure soit allemande. Mais c'est le mec qui lui ressemblait le plus de dos. Non, il faut s'adapter. Tu t'adaptes, c'est des stars, donc c'est pas toujours facile, hein. Non, parfois je faisais un contre-champ 4 jours plus tard, hein. Donc pour expliquer aux gens, c'est-à-dire que là on est en train de se parler, si on mettait une autre caméra derrière pour qu'on voit toi, parfois je faisais 4 jours plus tard, parce que la lumière ne convenait pas, parce qu'Alain ne voulait plus la faire. Ou n'était plus là. Ou n'était pas là, c'était très compliqué. C'est bien marré la course de char. Moi, je te dis, je fais des 3 semaines sur le char avec les chevaux. Là, c'était plutôt cool, c'est plutôt Fred la Cabavé. Je vous parlerai pas de Stéphane Rousseau, du coup, l'acteur canadien qui joue à la Folix, qui est le personnage qu'on voit le plus au début du film et même pendant le film, alors qu'il n'est même pas sur l'affiche, s'il vous plaît. Il y a quand même un malaise. Pour moi, c'était un vrai malaise, ce personnage, parce qu'il n'est pas drôle, il est juste maladroit, mais pas drôle. Ne pourrait me les faire oublier. Il n'a pas de charisme particulier, il n'a pas de talent particulier. Je comprends pas ce personnage. On en parlera à la fin. Je vous passe les autres caméos, Elie Semoun qui s'en sort bien avec le peu qu'on lui donne. Surprise! De la corruption! Tout de suite les grands mots. Non, c'est pas de la corruption. Vous vous trompez de personne. Honnêteté, probité, ubiquité. Eh, face de paix! Hein? Et si je vous faisais écarteler? On va prendre l'or, hein. Tout comme Alexandre Astier, le seul à vraiment exister dans ce film, en tout cas au début, même si je le trouve à 10% de ses capacités. Et Alexandre, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il a amené un humour qui n'existe que chez lui. Tous ses dialogues sont inventés par lui-même, il est l'auteur de ces dialogues. Infiltration, encerclement, sommation. Et là je dis, vous vous souvenez, on l'a répété, vous êtes en état d'arrestation. Bien que son personnage s'efface peu à peu au fur et à mesure que le film passe. Dubosc est là pour faire du Dubosc, à savoir un Patrick Chirac bis. Hey, salut petite Gauloise. Tu me reconnais, je suis Assurance Tourix, la star des bardes. Pardon. Ils sont fous et gaulois. Allez, allez! Dis salut à ce moment-là. C'est celui qui, donc, dans les BD, ne chante jamais. Jean-Pierre Cassel, qui vient malheureusement là de jouer son dernier rôle dans un Panoramix fantomatique. Francis Lalanne, dans le rôle de Francis Lalanix. Même sur Fort Boyard, ils ont trouvé une utilisation plus drôle de Francis Lalanne que dans cet Astérix. Un soir de ta vie sur ma planète, ébloui par le dieu soleil. José Garcia, complètement inutile, et qu'on voit plus dans le making-of à déconner que dans le film. Elle m'a vu ce que je m'ai du sel. Mets-lui un petit asticot, attends. Jojo! J'avais foutu des vrais asticots dans le bol qu'il devait avaler. Mais qu'est-ce qu'il a mis dedans? En fait, on s'amuse presque plus dans les répètes que quand on tourne. Mort tout seul, mort empoisonné. Il l'a pris dans sa bouche, et puis, normalement, n'importe qui recrache, quoi. Il a fait... Non, et il a mordu. Et d'ailleurs, d'une manière générale, on rigole beaucoup plus à regarder le making-of qui est très long que le film en lui-même. Nouveau malaise. Ah oui. C'est moi, c'est Brutus, fils de César. Allez, où? On a le retour de Jean-Pierre Castaldi, mais dans le rôle d'un autre personnage, complètement inutile. Nous avons la présence de Monica Cruz au casting, coupé au montage, carrément. Mais à la base, le film devait durer presque 2h40, je crois, donc ils ont dû faire des choix. Certains ont repris leur rôle, comme Sim. Bref, on respecte le côté Astérix à aligner que des grands noms, histoire de dire que c'est la fête. Et je ne compte pas tous les banquets du banquet final, Schumacher. On a vu arriver des gens qui sont à la fois curieux et qui sont en fait très disponibles, super ouverts et qui jouent en fait et qui s'amusent à jouer. Moi j'étais vraiment étonné de voir Schumacher s'impliquer à ce point-là. Et en plus, on vu le métier qu'il fait, c'est quelqu'un qui est d'une grande précision, donc ça c'était génial. Zidane. Je dis pas que t'es fait pour ça, mais je dis que t'as l'oreille, t'as une feuille, t'as du rythme. Humour bis.
Arrête de me casser les pyramides. C'est ça. C'est ça. Même si tu le joues comme ça, c'est pas grave. Je te jure. Je sais que si je l'ai bien fait comme il a dit, c'est grâce en partie à lui. Parce que je crois que sans lui, de toute façon, ça aurait été très difficile d'ouvrir la bouche. Je fais comme si de rien n'était, mais je suis très impressionné. Tony Parker, Amélie Mauresmo ou Jamel qui arrivait, paraît-il, des heures en retard sur le tournage, mais il faut reconnaître aussi qu'il a fait le boulot. Parce qu'encore une fois, on ne voit que lui à la fin. Prends une respiration, mais pas de au fait. Enchaîne direct. J'ai vu tout vérifier, j'ai vu tout vos matchs. C'est la scène la plus abusée du film, tant on dirait un clip complètement à part. Mais le film est tellement indigent et ennuyeux que c'est la seule scène qui se laisse regarder. C'est la grosse déception. J'ai envie de dire que Thomas Langman, c'est un grand garçon gourmand qui s'empiffre au buffet et qui veut tout mettre sur son assiette en même temps. Et le problème avec le film, pour moi, est complètement indigeste parce que c'est une succession de sketchs où chaque personnage doit essayer de tirer la couverture et ça apparaît comme très long avec des scènes parfaitement inutiles, donc je me suis terriblement ennuyé. Mis à part la course de char. Même si les mettre tous ensemble dans la même scène, c'était extrêmement feignant. J'aurais préféré qu'ils soient insérés au scénario et qu'ils aient tous un vrai rôle dans le film et à ce qu'on les rencontre au fur et à mesure de l'évolution des épreuves. Et en cumulant le cachet de tout ce beau monde, on arrive à 10 millions d'euros juste pour les salaires. C'est le budget entier de certains petits films quand même, rien que le cachet des acteurs. C'est énorme. Et 20 millions seront dépensés pour le marketing. Pour vendre le film partout. Plus de 1000 salles en France, 15 000 affiches géantes avec les acteurs 2 par 2. Il y en avait partout. La télé, la radio, ça c'est comme d'hab. Il y avait même une chaîne de télé gauloise avec... C'était Manu Payet qui était dedans. Mais j'en ai aucun souvenir, ça a dû coûter de l'argent pour rien. En tout cas, si tu cumules le budget de la promo et celui des acteurs, on arrive à 30 millions. 7500 paires de chaussettes. C'est le budget d'une grosse production française. Mais l'autre moitié, elle a été dans le tournage. On y va, mais je commence à avoir un petit coup de barre parce qu'elle va être longue cette vidéo. Je prends un petit coup de boost. Décidément, ce truc, je vous le conseille, c'est très bon. Il y a un paradoxe à cet Astérix. À regarder le making-of, ils ont construit énormément de choses. Le village est à moitié vrai et à moitié faux. Mais quand on le voit à l'écran, tout fait faux. Bizarre cette phrase, tout fait faux. Tout fait faux dans ce village, alors qu'ils se sont cassés la tête à le construire pour de vrai. Et c'est en partie parce qu'ils ont ajouté, et je vais le dire souvent, ils ont ajouté un espèce de filtre jaunâtre, jaune et blanc, qui rend l'image assez baveuse, et tu as l'impression que tout est factice, alors qu'ils se sont pris la tête. Il n'y a pas assez de verdure ici, faut en rajouter. Voilà, c'est ça. C'est pas incroyable. Transformation de forêt. J'avais envie de manger. Tout le film sera un mélange au niveau des effets visuels, de vrai et de faux, parce qu'il y avait une volonté d'agrandir tous les décors, de les étendre, afin de montrer la grandeur. Mais ça ne fonctionne pas, et c'est dommage. Et je ne parle pas du palais du film qu'on voit au début, de l'extérieur, qui est 100% faux. Là par contre ça se voit grave. En tout cas, entre le palais de la princesse et le parc olympique, il faudra d'énormes structures et des espaces infinis pour intégrer tout ça. Et le tournage aura donc lieu en Espagne, dans la Cité du Cinéma, avec 11 000 m² de studios de cinéma disponibles et 15 000 m² d'entrepôts de construction et de stockage. La Cité du Cinéma ayant ouvert en 2005, c'est un des premiers films à y tourner, et il y a également beaucoup de place en extérieur pour pouvoir tourner par exemple l'énorme stade dans lequel va se passer les Jeux, pour un budget phénoménal de 32 millions d'euros pour ces décors. 350 costumes. C'est la moitié. À savoir que ces studios en Espagne ont coûté un bras aux contribuables et que ça n'a jamais été rentabilisé. Et d'ailleurs, depuis 2012, je crois qu'ils y tournent plus du tout. Ça avait fait pas mal de bruit à l'époque. Le film va jusqu'à simuler une mer entièrement en images de synthèse, avec un port qui l'est également, mais avec une intégration de vrais paysages sur lesquels ils ont incrusté également du faux. Tout ce qui a été tourné a été largement modifié par les mains de l'homme, je dirais. Et c'est vrai que j'étais un peu sceptique et il faut dire que le travail qu'ils ont fait est assez bluffant quand même. Eh ben t'avais raison d'être sceptique parce que c'est très moche, même à l'époque. En tout cas, c'est quand même visible à l'écran, c'est clairement la partie qui a coûté le plus cher et c'est logique. Rien que la course de chars et tout ce qu'il y a autour, il aura fallu rien qu'une centaine de chevaux pour donner vie à cette scène. C'est énorme. Et ce stade, il a fallu le construire. Eh ben la construction, c'est impressionnant à voir. Mais encore une fois, c'est plus beau à voir en making-of que dans le film. Encore une fois, parce qu'ils ont ajouté cette espèce de filtre jaune, un peu baveux, c'est quand même pas normal. Est-ce que c'était pour cacher des choses à l'écran? Est-ce que c'est un choix esthétique?
Je sais pas. En ce qui concerne les jeux en eux-mêmes, l'élément central de l'histoire tout de même, à part Brutus bien sûr, qui lui est le vrai centre de l'histoire, encore une fois, on voit plus les acteurs s'amuser dans le making-of, lorsqu'ils s'entraînent par exemple, que ce que ça donnera bien plus tard à l'écran. Parce que les Jeux Olympiques dans ce film, toutes les épreuves, à part la course de chars, elles sont d'une platitude, on s'emmerde. Et qui dit Jeux Olympiques, dit public et donc gradins. Des gradins réellement construits pouvant accueillir réellement plusieurs milliers de personnes, mais des gradins, ça se remplit de figurants. Et là, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est qu'ils ont été plutôt bien ingénieux sur le coup parce qu'ils ne pouvaient pas remplir les gradins. Évidemment, on ne pouvait pas avoir tous les jours tous les figurants. Et il y a, la plupart du temps, les gradins qui sont vides quand on tourne. Tous les jours pendant 10 semaines avec les mêmes figurants. Ça aurait coûté un bras. Déjà que le film a coûté un bras, là il n'y aurait plus rien. Ça serait la Vénus de Milo. Et c'est en post-production, après, que l'on va ajouter les figurants dans les gradins. Il manquerait, je pense, encore 2 personnes tout en bas. Il y a au moins un des 2 qui n'est pas utile. C'est-à-dire que là, tout ce qui est entre Libère et nous, partie gauche, on peut les descendre ou les mettre ailleurs. Déjà, on va en descendre pour les mettre devant. Ça, c'est des remplissages de gradins. Après, ça va être merveilleux, mais à faire, c'est vraiment chiant. Et pour le coup, ils ont été ingénieux. On part toujours d'éléments filmés, donc d'éléments vrais. 3 veces vamos a hacer la ola, ¿vale? La ola, una... On a fait passer tous les figurants qui avaient été habillés, donc vraiment avec tous les costumes possibles. Sauf que à tourner, et c'est normal, c'est pas très drôle d'applaudir devant du vide, mais c'est le cinéma. C'était assez compliqué parce qu'en fait, suivant le découpage qui avait été établi pour tourner toutes les actions, ils avaient vraiment une liste incalculable de réactions à avoir. L'ego en train de hurler. Chaque peuple devait réagir en fonction des épreuves et des mésaventures de leurs athlètes. Et c'était pas drôle non plus pour les acteurs de faire leurs exploits sans aucun public. Sans aucun spectateur. Donc c'était forcément assez étrange pour ces acteurs d'être ovationnés par personne ou par quatre assistants sur le plateau. Mais pareil, c'est le cinéma, ils ont pas à se plaindre, hein. C'est comme ça que ça marche. Un film, c'est pas toujours drôle à tourner, et ça l'est même assez rarement. Mais franchement, en ce qui concerne le public et son animation, on n'y voit que du feu. Dommage, encore une fois, que ça devienne moche quand ils mettent ce filtre à l'écran, et que les scènes de sport, comme le reste d'ailleurs, soient dénuées de gags bien timés et bien foutus. C'est à nous, c'est mon village. Allez, la Gaule. Oui, bon... En tout cas, je respecte quand même ce qu'ils ont voulu faire dans le tournage, parce qu'ils ont vraiment construit beaucoup de choses. Même s'il y a des revers, hein. On parle de prostitution, on parle de drogue, on parle de techniciens qui ont foutu le camp, qui ont dû être remplacés, on parle de banquets dédiés à Depardieu. L'ambiance était pas bonne, hein. Et ça a duré 5 mois. Rien que la course de chars qui a duré 3 semaines avec Poulvord qui, comme il le dit, ne faisait que ya pendant 3 semaines assis sur un cheval. Qu'est-ce que ça devait être chiant. Il y a une course de chars dans le film, et c'est, disons, le clou du film au niveau action et spectacle. Quand il y a les 4 chevaux qui arrivent, comme ça, qui passent à côté de la caméra, on est avec la grue. Mais ça rend bien. Et pour ceux qui se posent la question, ce ne sont pas les acteurs, ni Cornillac, ni Poulvord, ni le Canadien, là, qui tiennent vraiment les rênes. Ils ont des rênes qui sont raccordées à rien. Ceux qui tiennent vraiment les rênes, ils étaient juste en dessous. Les mecs qui sont en dessous, en cascadeur caché en double commande. Mais c'était quand même dangereux. Évidemment, tout le monde te dit aucun risque. Donc oui, il n'y a jamais aucun risque à 80%. C'est quand même des chevaux, t'as 4 chevaux, tu vois, qui sont à fond les ballons. Ce qui me gênait le plus avec la course de chars, c'est que j'avais peur pour les chevaux plus que pour moi. C'est la première fois qu'on remettait des 4 chevaux sur un attelage, et tu voyais bien qu'ils pouvaient déraper. Quand tu es dessus, tu vois vraiment que ils ont du mal, surtout quand on tourne à la corde, il y en a qui savonnent et tu dis ça se voit à l'image et tu fais oui, il a mal. Je vous propose de repartir dans l'analyse du film. Où est-ce qu'on en était resté déjà? On en était arrivé à l'arrivée de Brutus, Benoît Poulvord, au palais de sa promise, et il tente de la draguer en chanson. Besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de chanter ça? Ne serait-ce que dire les paroles, ça suffisait. On connaît la chanson, il n'y a pas besoin de nous montrer. Tous les gags du film, j'y reviens, sont comme ça. Besoin de rien, envie de toi, comme l'hiver aime l'automne. Oh, j'ai pas le temps d'attendre, hein, moi. Il y a un gag, et comme ils sont
pas sûr qu'on soit très malin, ils vont nous montrer pourquoi il fallait rire. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. Mais tu vas fermer ta gueule! Et ça, il faut jamais le montrer. Il faut jamais nous montrer qu'on veut nous faire rire. C'est la clé de tous les films, il n'y a aucune exception. Et à partir de là, Brutus prend toute la place dans le film. Au début, on était avec le transparent à la Folix, et maintenant, on suit Brutus. Le code 2. Le code d'accès. 4. 7. Mais tu le connais, le code? Non. Chez son sorcier, dans ses rêves, qui reprend le teaser d'ailleurs. Scène qui est définitivement pas mal, sauf quand on va au bout et qu'on voit les effets spéciaux avec les flèches. Ça donnait ça. Faut que j'arrête de faire ça. Ça donnait ça. Perso, je préfère les effets visuels du très médiocre La Momie 3 qui est sorti la même année. Parce que eux, les flèches, ça donnait ça. Bref, Brutus qui drague, Brutus qui chante, Brutus qui engage un sorcier qui détient un sabre laser. Tiens, c'est étonnant que c'est passé la censure du Lerzo, ça. Parce que le sabre laser dans Astérix, anachronisme, moi ça me va, hein. Mais lui, on dirait qu'il aime pas tout quand on sort de son univers. Donc des fois, je comprends pas tout. Pour quelques jours, Rome va perdre son titre de capitale de l'Empire. Tiens, d'ailleurs, les Gaulois arrivent enfin. Ça y est, Astérix, Obélix et Panoramix sont là. Il était temps parce qu'on les avait quasiment pas vus depuis le début du film. Et leur scène d'arrivée, malgré une musique très très plate elle aussi, parce que la musique, il n'y a rien, c'est le néant dans ce film. Car c'est vers une autre cité que convergent les athlètes et les supporters. Eh bien, il y a une succession de 2 ou 3 bons dialogues à la suite, et ça fait du bien. Parchemin d'identité. Avec César? Oui, avec César, ouais, c'est ça. Et j'aime ces scènes pourquoi? Parce que ce sont les rares scènes qui ne soient pas sujets à des faux plans, à des rajouts, à du faux. Et avec la venue de César aux Jeux Olympiques, les Romains ont exigé le déclenchement du plan Vigipilum. Parce que là, pour le coup, tout ce qu'on voit à l'écran, quand ils arrivent et qu'ils descendent du chariot, tout est vrai. J'aime le coup du plan Vigipilum, j'aime l'inscription avec Elie Semoun et son pied-balle. Dis-moi, comment tu l'appellerais ta nouvelle discipline? Eh ben, j'appellerais ça le pied-balle. J'aime Brutus qui dit que tous les chemins mènent à Rome, mais que pour en sortir avec les bouchons, c'est une autre affaire. Il y avait un gros emphorisage à la sortie de Rome. Toi qui dis que tous les chemins y mènent, dès qu'il s'agit d'en sortir, c'est une autre affaire. Hein. Ça, c'est l'anachronisme qu'on veut voir, on sait très bien à quoi il fait référence. Je ne demande pas beaucoup, encore une fois, hein. Mais ça s'arrête là. Car après, c'est fini. Ça a duré même pas 2 minutes. 2 bonnes minutes à la hauteur des attentes que j'avais, mais juste après, les jeux vont commencer. Félix, non! Oh la vache, mais c'est nul! Et là, je me rends compte à quel point je n'aime pas la direction artistique du film. La photographie, notamment. Tout est super lumineux en intérieur, blanc ou jaune, on l'a assez dit, mais les intérieurs sont blancs. Il n'y a aucune couleur, aucun relief, alors ça devait être comme ça en Grèce, même si pour moi la Grèce c'est blanc et bleu. Et en Égypte il y a plus de bleu, mais quand je vois les intérieurs d'Astérix Mission Cléopâtre, qui est pour moi la référence, quand tu vois ça après, c'est d'une fadeur, et ça reflète tout ce que je ressens devant ce film. Fade. Ouah, c'est laid! Même les décors, qui ont pourtant été bien construits et qui étaient impressionnants, ne ressortent pas à l'écran. Sauf dans le making-of. Ils ont quand même fait énormément de statues, des immenses statues, ils se sont pris la tête et je ne les vois pas. Je ne les vois que dans le making-of, encore une fois. Sinon, je ne vois rien, parce qu'encore une fois, l'écran est baveux et moche. Il suffirait peut-être de changer le filtre, comme ça, et peut-être que l'image serait beaucoup plus belle, et que le film changerait presque du tout au tout. Mais c'est trop tard, c'est fait. Bref, les jeux commencent avec la première épreuve, le lancer de javelot, et le dopage de Poulvord, qui, au lieu d'être exploité et assumé, se dégonfle, littéralement. Mais c'est de la merde! Car ils avaient envie de donner un côté BD à la chute. Ils se dégonflent comme un ballon. Waouh, super. C'est encore long! Mais à quoi ça servait de le montrer se doper? Déjà, ça devrait l'éliminer des jeux, si on est concret, mais non. Et il va même pas se servir de ses avantages pour l'épreuve, parce qu'il aura même pas le temps d'y arriver. Donc ça sert à quoi? À avoir un gag gratuit de quelqu'un qui fait... Et c'est pas drôle. Est-ce que j'ai besoin de le dire? La seule chose qui m'amuse un peu, ce sont les 2 Gugus qui se collent sur leurs armures. Ça me fait penser aux petits baigneurs, ça me fait penser aux gendarmes et les extraterrestres. C'est la touche Astier que j'apprécie dans le film. Tout va bien. Même si, encore une fois, il est à 10% de ce qu'il peut faire. C'est sûr qu'on fait pas d'omelette
fait pas d'omelette. On a le lancer de poids et de disque qui crée la Vénus de Milo. Là pareil, c'est classique, on l'a fait 10 fois ce coup-là, c'est comme dans le deuxième avec le nez du sphinx, ça a déjà été fait, donc pour moi c'est que de la redite. Et arrive le test du contrôle antidopage, et par contre, expliquez-moi, parce que je n'ai jamais compris la blague, de pourquoi souffler dans des insectes. Oui, là, expliquez-moi, parce que, comme on dit, je n'ai pas la ref. Alors attention, encore une fois, ils se sont pris la tête, ils ont fait des faux coléoptères, ils en ont fait des versions qui puissent se manger pour plus tard dans le film, ils ont pris des fausses ailes pour faire des vraies ailes en 3D. Tout ça pour les voir souffler dans ce truc-là, mais c'est pas drôle de les voir souffler dans ce truc-là, encore une fois. J'imagine qu'il y a une référence, tu inventes pas, tu travailles pas un matin en disant « Putain, les gars, j'ai une idée, on va mettre des coléoptères et ils vont souffler dedans, et vous allez voir, ils vont se dégonfler, ça va être drôle. » Je refuse de croire que quelqu'un s'est réveillé en disant ça. Il doit y avoir un sens. Mettez-le en commentaire si vous savez. Encore une fois, je n'ai pas la rêve, j'en suis désolé, je n'ai pas trouvé. De temps en temps, on a quand même quelques dialogues plutôt bien tournés. En fait, c'était pas une question de dosage, c'était une question de dopage. Ça, c'est pas mal. C'est un petit frémissement dans une mare toute calme, toute lisse. Et enfin, milieu du film, on a enfin, une scène d'échange entre Astérix et Obélix qui s'engueulent. C'est monsieur Astérix qui donne des conseils, c'est monsieur Astérix qui sait mieux que tout le monde. Un classique, mais il y en a une. On enchaîne avec enfin un arc narratif qui va concerner Obélix. Il y a quelqu'un? Non, il y a personne. Mais au moins, il a une histoire qui est plutôt touchante. Je suis juste son garde du cœur, enfin, du corps. C'est mieux qu'Astérix qui, lui, n'a rien. Il a rien dans ce film. C'est quand même con, parce que le film porte son nom. Obélix qui dicte à Idéfix son texte pour draguer la chienne. Ça, encore une fois, c'était une bonne idée. Mais comme il le fait 2 ou 3 fois de suite, eh ben, tu commences à trouver ça amusant. Et hop, pareil, comme d'habitude, il t'empêche, il te retient de rire parce qu'il te montre, il te déroule le gag, alors que t'as déjà compris. Encore une fois, ils te prennent pour un con. C'est tellement mal écrit. Mais l'idée était bien. On a encore un potentiel de scène comique avec Obélix qui ne sait pas que c'est Brutus qui est en bas du balcon, alors que la princesse et Alafolix sont cachés dans les buissons. Mais voici la chute du gag. Deuxième journée de jeu, avec le combat de lutte contre un Musclor, et ce Musclor est en train d'éclater ses adversaires un par un. Et là on attend le face-à-face avec Alafolix, parce qu'on se dit que comme il n'est pas musclé ni rien, puisqu'il sait rien faire, il va forcément devoir trouver un truc pour s'en sortir. Bah non. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Alors déjà, pour quelle raison il avait un casque qui fait qu'il voyait rien? Et bah ils vont même pas essayer de le faire combattre, parce qu'il devait avoir aucune idée de gag, donc autant qu'il s'évanouisse. J'ai rarement vu un film aussi à court d'idées de gag. Astérix et Obélix sont disqualifiés pour dopage, mais Astérix fait quand même la course de relais un peu plus tard. C'est pas logique, parce que normalement il devrait virer toutes les compètes. Mais bon, passons, faut bien qu'Astérix fasse quelque chose. Et le potentiel de voir Poulvord, Brutus, tricher en ayant cette fois-ci corrompu les juges. Encore une fois dans une très bonne scène avec Elise Moon qui s'en sort très bien. Mais voilà comment c'est exploité dans le film. La subtilité, c'est clairement pas la force de ce film-là. On le voit carrément traverser aux yeux de tous le stade pour arriver premier, et tout le stade voit que c'est de la triche. Il aurait fallu que ce soit un peu caché, que seulement certains le voient. Pas de problème. L'effet comique lié à la triche, eh ben, il tombe à plat comme le reste, parce que c'est grossier et qu'on n'a plus le temps de s'en amuser. On change encore une dernière fois de décor, et c'est toujours très moche, avec la réunion des druides, comme dans le premier film, et là on a un potentiel de gag avec le druide élastique. Sauf que c'est pas un gag, car voici la chute. Eh ben voilà, vous pouvez me lâcher maintenant. Hein. Voilà. Et pourtant, encore une fois, ils se sont pris la tête à vraiment créer des membres extensibles pour la scène. Mais c'est dingue d'avoir aussi peu d'idées et d'avoir aussi peu de sens du timing et de la justesse. Et on arrive enfin à la fameuse course de char. Le moment, et il faut le reconnaître, qui est plutôt sympa dans le film. Même si on se doute de la chute finale quand on connaît un peu la BD. Mais il faut reconnaître que visuellement, c'est cette fois-ci très bien fait. On sent qu'ils ont mis tous les moyens là-dessus. Même les panneaux d'élimination sont sympas. Même si c'est rapide, très bref et qu'il faut le capter. Sauf le dernier avec Schumacher qui est génial.
Les changements de roues au garage, le 10e de sablier d'avance, voilà tout ce qu'on attendait d'une revisite d'un Astérix, des anachronismes, du rythme. La course a beau être longue, on ne s'ennuie pas une seule seconde. La Ola, elle est sympa, bref, quand on sait qu'ils sont pas tous là en vrai, dans le public... Je dis bravo, c'est ce que j'étais venu chercher, il était temps au bout d'1 heure et demie quoi. Mais on en connaît déjà l'issue, donc je n'ai aucun suspense personnellement à suivre cette course, mais on est enfin au spectacle, même si l'intervention d'Astérix pour substituer le char d'Alafolix à qui manquait une roue devrait être considérée comme une aide d'extérieur, et donc éliminer la Gaule de la compétition. Mais bon, il n'y avait pas la VAR. J'ai un scoop pour vous, la VAR ne fonctionne pas. Arrive alors le mariage, le banquet de fin, qui est une scène fourre-tout. Mais comme 80% du film est plat, eh ben ça donne un petit peu de sel, même si c'est complètement abusé. On retrouve numéro bis, ça rappelle des souvenirs. Astérix X. Non, t'arrives pas à le dire. Jamel Debbouze est impeccable dans la scène, même si on a encore un gag poussé jusqu'à l'overdose avec le ballon qui l'embrasse. Les gags trop longs. En même temps, c'était la constante du film. On en a encore un dernier exemple, et même Jamel, il sait pas trop en quoi en faire de ce gag. Mais pour le reste, il était très bien, il a fait ce qu'on attendait de lui. Je t'ai acheté des jolis cheveux, t'es content, non? Oui, les cheveux, je suis content. Et je crois que dans ces 4-5 minutes de fin de film, je suis à peu près sûr, même si j'ai eu la flemme de le timer, qu'on voit au moins autant numéro bis à jouer au ballon avec Zidane, à essayer d'attraper le ballon à Tony Parker, à le voir draguer la femme d'Ash Canonix. Je pense qu'on voit autant numéro bis que Astérix dans l'entièreté du film. Il est pas prêt de prendre sa retraite, hein? Hein, papy? Et là, franchement, respect à numéro bis Jamel Debbouze d'avoir tiré la couverture à lui une deuxième fois en 2 films, et cette fois-ci en 5 minutes. Et c'est sincèrement que je dis bravo. Mais il faut dire, il y avait la place. Il y avait un boulevard, tellement ce film est vide. Enfin voilà, pour résumer, je dirais que le film est très laid visuellement, ce qui n'est pas agréable à suivre. Même le premier a plus d'identité, ne serait-ce que par la musique au moins. Là, la musique, il n'y a rien du tout. C'est très classique, tu ne retiens rien. C'est laid de croiser le faux et le vrai, c'est aussi laid quand c'est 100% numérique. La course de char, je la sauve du film parce qu'elle sort complètement du lot. Sans la course de char, je mettais un 3 sur 20. Avec la course de char, je lui mets 7 parce que c'est un gros morceau, parce que ça a été très bien fait. Et il faut aussi dire quand c'est bien, je suis pas là pour tailler gratuitement. Je n'ai rien contre le fait que Benoît Poelvoorde tire toute la couverture à lui parce que il y a que lui qui émet de l'énergie à part Jamel à la fin. Mais le personnage d'Alafolix me gêne beaucoup plus parce qu'il ne dégage rien et qu'on passe beaucoup de temps avec lui au détriment d'autres choses, d'un Astérix par exemple. Moi quand je vois la fin de tournage de Clovis Cornillac, je rigole un peu intérieurement parce que il a pas dû tourner beaucoup de scènes. C'est ton dernier plan? De Clovis Cornillac! Ou alors toutes les scènes qu'il a tournées, elles sont dans les 40 minutes qui ont été zappées, c'est fort possible. Ils ont ajouté une histoire d'amour dans l'histoire par rapport à la BD, ce qui est bien, mais ça aurait été bien que ce soit Astérix qui la vive. Après tout, il était amoureux dans le deuxième, donc pourquoi pas continuer? Et du coup, si Astérix remplaçait Alafolix, et que c'était lui qui était central dans les jeux, bah ça change beaucoup de choses, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ce temps donné à Alafolix au détriment des autres, ça amène un déséquilibre total au film. On sent qu'il n'y a pas de patron. Le tournage était une gestion d'ego permanente, entre Depardieu qui est resté impeccable en Obélix, mais qui était infernal sur tournage, de Delon qui est aussi impeccable en César, mais dont on ressent aussi la pression et l'exigence sur le plateau. Il restait que des miettes à Alexandre Astier et Alice Semoun pour exister, et encore une fois je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien. Mais les gags pas drôles qui s'enchaînent, c'est gênant. Cette volonté de séduire l'Europe avant la France, c'était pas une bonne idée, parce que même dans les résultats, le film a fait les mêmes résultats que le précédent à l'étranger, et beaucoup moins en France. Regardez ce que dit le responsable des effets visuels après la sortie du film, bien longtemps après. Ce qui a caractérisé le film, c'est le désordre et la démesure. La démesure dans le désordre, il y avait d'énormes ambitions, mais aucune limite. Ça a généré du gaspillage. Tu m'étonnes. Et après un tel carnage à tous les niveaux, difficile d'enchaîner. Et pourtant, ils le feront. C'est une bonne situation, bourreau. Mais c'est une autre histoire. En tout cas, c'est tout ce que j'avais envie de dire sur cet Astérix et Obélix. Même pas Obélix, Astérix tout court, aux Jeux Olympiques. Alors qu'il n'est pas là, Astérix. Hein. On va pas y revenir. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, vous? Est-ce que vous considérez que c'est le plus mauvais de tous? Est-ce que c'est le suivant, parce qu'il est pas mal non plus dans le genre, qui se passe en Grande-Bretagne, Astérix au service de sa majesté, je sais pas quoi, là? Je l'ai pas vu depuis très longtemps, je l'ai vu qu'une fois au cinéma, je vais m'y remettre. On verra quel est le pire des deux. En tout cas, j'ai beaucoup m'amusé. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, même si pour une fois, le sujet avait été fait par beaucoup de monde sur YouTube. J'espère en avoir fait une version différente. En tout cas, je l'ai fait à ma sauce. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pensez à mettre un like, un commentaire pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et si vous savez pas quoi dire dans les commentaires, vous avez juste à dire... Coucou, c'est moi. Oh merde. Et ça ira très bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.
Et d'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.